Mélanie Vogel, vous êtes sénatrice écologiste, vous représentez les Français établis hors de France. On va commencer en regardant les unes de la presse régionale. D'abord la une de la Dépêche, grève SNCF vers une semaine noire. C'est la question, le trafic ferroviaire qui s'annonce compliqué dès aujourd'hui et pour le pont du 8 mai avec ses appels à la grève. Le PDG de la SNCF promet une semaine aussi normale que possible. La une du Télégramme, c'est François Bayrou, budget. La drôle d'idée de Bayrou et le Premier ministre qui a évoqué un référendum sur la réduction de la dette. Et puis la dernière une, c'est celle de la Marseillaise, à la rescousse des chercheurs américains. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen qui lance aujourd'hui un dispositif pour les chercheurs américains qui fuient la politique de Trump. L'Europe, la France et la région Sud, notamment, prêts à les accueillir. La question du financement de la recherche reste entière. Quelle une choisissez-vous? Celle de la Marseillaise. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen qui seront aujourd'hui à la Sorbonne pour tenter d'attirer les chercheurs américains. Est-ce que ça vous paraît possible et est-ce qu'on a les moyens de le faire? En tout cas, je trouve que ce que ça dit, c'est que pendant longtemps, on a sous-financé en France la recherche et même en ayant des chercheurs très bien formés qui sont très doués et qui sont en capacité de faire progresser la recherche, ces personnes souvent partaient aux États-Unis parce que les États-Unis leur promettaient de meilleures carrières et des salaires plus importants. Aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir de Trump, et je crois que ça dit ça sur ce que c'est le Trumpisme et la catastrophe que ça annonce pour les États-Unis, l'arrivée au pouvoir de Trump détruit en fait la capacité de ces personnes à vraiment faire leur métier, puisque il a une politique anti-science qui les empêche de travailler. Et donc on se retrouve face à un paradoxe. On a longtemps, parce qu'on sous-finançait la recherche en France, participé à ce que des chercheurs soient plus actifs aux États-Unis. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'après l'élection de Trump, on a une opportunité de les faire venir en Europe. Mais pour faire ça, alors il va falloir prendre des décisions budgétaires tout à fait différentes que celles que nous sommes en train de prendre, notamment en finançant réellement la recherche, en particulier la recherche publique. Justement, on va parler du budget, puisqu'on l'a vu, François Bayrou qui envisage un référendum sur le budget, sur un plan de réforme. Est-ce que c'est la bonne méthode? Écoutez, déjà, ça ne va pas arriver. Je pense que tout le monde est bien conscient du fait que ce référendum n'aura pas lieu. C'est totalement absurde. C'est à la fois un aveu d'impuissance politique et de mépris parlementaire. Parce qu'en réalité, l'adoption d'un budget, s'il y a vraiment une compétence qui est le cœur de l'existence d'un Parlement, c'est le vote du budget. Et on est en France dans une situation depuis 3 ans où le Parlement n'est pas en capacité, parce que le gouvernement n'arrive pas à trouver de majorité, à faire ce qui est le cœur de son pouvoir dans une démocratie, c'est-à-dire de voter le budget. Et là, de dire, comme j'arrive pas à trouver une majorité avec mon Parlement, je vais m'adresser directement aux Français, démontre l'incapacité du Premier ministre à faire quelque chose qui est le cœur, en fait, d'un chef de gouvernement, organiser une majorité. Et pourquoi ça ne se fera pas? C'est totalement absurde. Et par ailleurs, je ne crois pas que s'il organisait un référendum sur le budget qu'il a en tête, il le gagnerait. Je ne crois pas que les Français soient favorables à la cure d'austérité que François Bayrou veut faire subir à la France. Pour vous, c'est une cure d'austérité? C'est-à-dire, on a déjà eu un budget adopté très très dur. Là, il nous dit qu'il faut trouver 40 milliards de plus. 40 milliards, c'est monumental, sans nouvelles recettes. Écoutez, à un moment donné... Donc il faut augmenter les impôts pour vous? Il faut trouver de nouvelles recettes, oui. Et une des solutions que nous avons mis sur la table, nous les écologistes, après le vote à l'Assemblée nationale, ce sera voté dans notre niche le 12 juin, c'est ce qu'on appelle la taxe Zuckman. Je veux préciser une chose qui est importante à avoir en tête dans le débat public autour de ce mécanisme. La taxe Zuckman, ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est un mécanisme qui permet d'assurer que les ultra-riches ne détournent pas trop d'impôts et qu'ils payent une part de leur juste part, en réalité. C'est un mécanisme d'impôt plancher. Ce n'est pas une nouvelle taxe, ce n'est pas comme l'ISF. C'est simplement un mécanisme qui permet de s'assurer qu'à la fin de l'année, on vérifie quand même qu'ils ont assez contribué par rapport à ce qu'ils devaient contribuer. Et selon nos calculs, ça peut rapporter autour de 20 milliards. Ouais, entre 15 et 20 milliards, c'est ce qui est prévu. On trouve où les 25 à 20 milliards qui manquent du coup?
Il y a beaucoup d'autres manières de trouver de nouvelles recettes. D'abord, on n'a pas que les impôts. On a aussi mobilisé l'épargne. On a aussi investir via de l'endettement. Est-ce qu'hier, François Bayrou, dans son interview, il ferme la porte à une taxation des retraités, il ferme la porte à une nouvelle taxe d'habitation. Est-ce que pour vous, il a raison de fermer toutes ces portes ? Mais non, en fait, si vous fermez la porte à toute nouvelle recette et que vous dites qu'il faut 40 milliards d'économies, donc vous allez baisser les dépenses de 40 milliards. Nous avons déjà baissé drastiquement les dépenses dans un certain nombre de budgets de services publics. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous allons encore appauvrir nos services publics en refusant que les ultra-riches participent à leur juste part. Comment voulez-vous que les Français acceptent cela, en fait ? On va parler de l'actualité politique. Et il y a quelques jours, lors des manifestations du 1er mai, des élus du Parti socialiste ont violemment été pris à partie, notamment Jérôme Guedj. Y a-t-il un antisémitisme de gauche ? On écoute ce qu'en dit Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Il était l'invité hier soir de BFM. Bien sûr qu'il y a l'antisémitisme de gauche. L'antisémitisme, il traverse toutes les classes de la, qui est visible toutes les contre classes de la population et qui est parfois visible contre Jérôme Guedj, contre Raphaël Glucksmann, contre Emma Rafovitch, contre toutes celles et ceux qui portent un patronyme qui les renvoie à l'idée de leur judéité. Mais bien sûr que cet antisémitisme, il existe partout. Il existe depuis toujours à l'extrême droite comme à gauche. Bien sûr qu'il y a des antisémites dans toutes les couches de la société et y compris à gauche. Mélanie Vogel, est-ce que vous dites comme Olivier Faure, bien sûr qu'il y a un antisémitisme de gauche ? Et bien sûr qu'il y a un antisémitisme partout. Et donc, il y a aussi de l'antisémitisme à gauche. C'est évidemment, sur le plan politique, incomparable et sans commune mesure avec l'antisémitisme porté historiquement et aujourd'hui par l'extrême droite. Mais bien sûr que ça existe, tout comme existe partout dans la classe politique, le racisme, le sexisme et le fait que ce ne soit pas structurel ne nous dédouane pas du fait de lutter contre cet antisémitisme et contre toutes les formes de racisme qui existent dans toutes les formations politiques. Au soir du 1er mai, après l'agression notamment contre Jérôme Guedj, Marine Tondelier, la chef de file de votre parti, a refusé de répondre à cette question et a apporté une forme de oui mais pour défendre Jérôme Guedj. Est-ce qu'elle a eu tort ? Est-ce qu'elle a fait une erreur ? Oui, elle a eu tort et elle s'en est d'ailleurs excusée. Effectivement, la réponse n'était pas ce qui était attendu. Jérôme Guedj est victime d'antisémitisme. Je crois que personne ne peut le nier. Rien ne vient temporiser cela, ni le soutien que nous devons lui apporter lorsqu'il est victime d'attaques antisémites, comme d'ailleurs tous les autres responsables politiques et toutes les personnes en France qui sont victimes d'antisémitisme. C'est une chose. Et par ailleurs, le jour du 1er mai, qui est un moment où beaucoup de mots d'ordre peuvent se rassembler, personne ne doit être empêché de montrer son soutien aux travailleurs, et notamment pas les socialistes. Et donc, moi, je regrette ce qui s'est passé, et j'apporte évidemment mon soutien à Jérôme Guedj et à toutes celles et ceux qui, de manière réelle ou supposée, sont victimes d'antisémitisme. Est-ce que dans ces conditions, la gauche peut encore partir unie avec la France insoumise aux prochaines élections, que ce soit législatives ou présidentielles ? Alors là, c'est quoi le lien que vous faites ? Parce que le 1er mai... L'antisémitisme, pour vous, il ne vient pas de la part des insoumis, notamment, à gauche ? Je pense que c'est une facilité de se dire qu'il y aurait un problème d'antisémitisme uniquement chez la France insoumise. Mais il n'y en a pas à la France insoumise ? Il y en a comme pas... Non, mais je veux dire, moi, je pense que les discriminations, les stéréotypes, les préjugés racistes, ils infusent dans la société et donc aussi dans les partis politiques. Et donc, il y en a chez les socialistes, chez les écologistes, chez les insoumis. Autant, pour vous, il y en a autant chez les socialistes, chez les écologistes que chez les insoumis ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas mesuré. Non, mais je veux dire, c'est... Par contre, oui, il y a... Et là, c'est autre chose. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel, quand on n'arrive pas à qualifier le 7 octobre d'attentat terroriste, etc., on a des prises de position conscientes dans l'espace public qui participent à nourrir le terreau sur lequel peut grandir l'antisémitisme. Et ça, c'est pas acceptable. Maintenant, pour ce qui est de votre question sur 2027, le rassemblement à gauche...
pour moi, c'est très clair. Le rassemblement que l'on doit arriver à organiser, qui est un rassemblement qui doit se construire autour d'une candidature en capacité d'accéder au second tour, c'est une première chose, mais surtout en capacité de le gagner. Ce rassemblement, il n'est possible que sur une ligne claire sur plusieurs choses, une ligne pro-européenne, une ligne féministe, une ligne antiraciste et évidemment une ligne intransigeante sur les valeurs, donc sur la lutte contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme, comme d'ailleurs nous avons réussi à le faire au moment du Nouveau Front Populaire, où quand vous regardez le programme du Nouveau Front Populaire, il y a une clarté absolue sur la lutte contre l'antisémitisme. Mais est-ce que ce que vous définissez là comme candidature, ça peut correspondre à celle de Jean-Luc Mélenchon du coup ? Non. Non, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit en capacité de gagner un second tour. Et par ailleurs, je crois que la ligne qui peut l'emporter, qui peut rassembler, qui peut permettre qu'un second tour soit remporté, c'est une ligne profondément pro-européenne. C'est une ligne absolument claire sur la Russie et l'Ukraine. C'est une ligne qui porte les valeurs de la gauche et des écologistes, y compris quand on est aujourd'hui dans une situation où on voit très bien que un des aspects de la reconquête de notre souveraineté et de la défense de nos valeurs, c'est l'intégration politique européenne, l'investissement dans la défense pour que nous puissions défendre nos valeurs au niveau européen. Mais ça, je pense que ça fait partie des points qui, à mon avis, d'un point de vue de fond, peuvent nous permettre de construire un rassemblement gagnant. Quand hier, Laurent Wauquiez, dans le journal du dimanche, dit que la France insoumise est une menace pour la République, il appelle à un cordon sanitaire et il appelle la gauche à clarifier ses positions et notamment à rompre les accords électoraux. Qu'est-ce que vous lui dites ? Nous avons depuis 2012 en France une droite qui a affirmé le nini. Vous vous souvenez qu'en 2012, le nini, c'était ni l'extrême droite ni les socialistes. Donc, en ce qui concerne le cordon sanitaire, je pense qu'ils ont du ménage à faire de leur côté. Je rappelle que ce sont des gens qui, en 2022, en 2024, donc très récemment, n'ont pas été capables au second tour dans les législatives de donner des consignes de vote entre l'extrême droite et parfois des écologistes ou des socialistes. Donc, je veux dire, moi, les leçons de cordon sanitaire de la part de gens qui ont voté pour des députés d'extrême droite pour être vice-président à l'Assemblée nationale, j'en ai aucune à recevoir. On va passer à l'actualité du Sénat et demain sera examiné en séance un texte pour reconnaître et réparer les préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. On va voir ce que contient précisément ce texte avec Alex Poussard. Bonjour Ariane, bonjour Mélanie Vogel. Bonjour. Et Alex, le Sénat examine donc demain en deuxième lecture une proposition de loi pour reconnaître les personnes condamnées pour homosexualité. Ah oui, on le rappelle, en 1942, le régime de Vichy pénalisait l'homosexualité en interdisant une relation homosexuelle avec un mineur qui aurait la majorité sexuelle, c'est-à-dire plus de 16 ans. Autrement dit, le régime de Vichy instaurait une discrimination entre homosexuels et hétérosexuels. L'homosexualité qui est devenue également, après cette période, une circonstance aggravante de l'outrage à la pudeur. On va écouter l'auteur de la proposition de loi, le socialiste Hussein Bourgi, lors de la première lecture du texte au Sénat. C'était en novembre 2023. Ça commence à remonter. Une discrimination d'apparence anodine, mais qui légitimera jusqu'à la fin de la guerre la persécution, l'arrestation et la condamnation de dizaines de milliers d'hommes dans notre pays. Quelques centaines d'entre eux furent hélas déportés depuis la France vers les camps de rééducation et de concentration. Longtemps éclipsés dans la mémoire collective, ceux qui étaient obligés de porter le triangle rose ont été progressivement réhabilités. Alors cette proposition de loi portée par Hussein Bourgi reconnaît la responsabilité de la République dans la politique de criminalisation et de discrimination mise en œuvre à l'encontre des personnes homosexuelles entre 1942 et 1982. 1982, c'est la date de la dépénalisation de l'homosexualité et d'amnistie des personnes condamnées. Alors ce texte qui est porté par la gauche, il prévoit aussi des réparations financières pour les victimes de cette politique. Mais dans le débat, à l'époque en novembre 2023, eh bien, la majorité de droite du Sénat a supprimé ce volet réparation financière, notamment au motif de la prescription des faits reprochés.
la loi d'amnistie a effacé sur le plan pénal l'existence même de ces condamnations, et il y a des règles de prescription. Et que vous ne pouvez pas, 40 ans après, sauf à créer un dangereux précédent, venir dire que la prescription n'existe pas et que donc il peut y avoir matière à réparation. Des arguments qui n'ont pas convaincu à l'époque la gauche sénatoriale. Il faut que le tort qui a été infligé à quelqu'un, que le préjudice qui a été infligé au plaignant soit indemnisé. J'entends les difficultés que cela peut représenter pour trouver les victimes, mais justement la mouture que je propose, c'est que ce soit les victimes qui se manifestent. Comme pour les harkis, ni plus ni moins. Je persiste et signe une reconnaissance sans réparation, on n'aurait franchi que la moitié du chemin. Alors au final, lors de cette première lecture au Sénat en novembre 2023, ce texte avait été adopté par la majorité de droite du Sénat, mais sans ce volet sur les réparations financières. Un dispositif de réparation financière qui a été rétabli à l'Assemblée nationale en mars 2024 lors de l'examen du texte par les députés. Les députés qui souhaitent qu'une commission soit chargée de statuer sur ces demandes de réparation financière. Mais les sénateurs ne sont toujours pas d'accord avec leurs collègues de l'Assemblée. Donc c'est pour ça que cette proposition de loi revient en deuxième lecture demain au Sénat. Mélanie Vogel, est-ce que vous pensez que vous allez enfin réussir à convaincre vos collègues de la droite sénatoriale de voter cette possibilité de réparation financière pour les personnes qui ont été condamnées pour homosexualité ? Je l'espère et je veux dire à mes collègues que là nous sommes en deuxième lecture, donc si nous adoptons le texte tel qu'il vient de l'Assemblée nationale, il est adopté définitivement et nous pouvons enfin clarifier la responsabilité de la France, y compris avec les dispositions dont vous parlez. Il y a deux aspects en fait qui font débat au Sénat. Il y a la question des responsabilités de la réparation financière, mais il y a aussi la question de la responsabilité de la France au moment de la période de Vichy, que les Républicains veulent supprimer avec un petit tour de passe-passe, disant que Vichy c'était pas la France, donc on n'a aucune responsabilité là-dedans. Et donc moi je trouverais ça assez honteux que parce qu'on veut s'exonérer de la responsabilité de ce qui s'est passé sous le régime de Vichy et parce qu'on ne veut pas un mécanisme qui existe par ailleurs pour d'autres crimes que l'on reconnaît, avoir une responsabilité financière, eh bien qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas adopter définitivement ce texte et où on doit repartir à l'Assemblée. Sur le volet réparation financière, est-ce que vous comprenez les arguments qui sont invoqués par la droite sénatoriale qui parlent quand même de complexité juridique, notamment pour des faits qui remontent à plusieurs décennies ? Écoutez, on a d'autres dispositifs qui permettent d'avoir des réparations financières pour des victimes quand on considère que, à la faveur d'une loi mémorielle, la République reconnaît ses erreurs. Pour les harkis notamment. Pour les harkis notamment. Ça fonctionne pour les harkis, je ne vois pas. On peut dire que c'est complexe. Écoutez, notre travail, c'est de souvent faire des choses complexes. Je ne vois pas bien pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour les personnes qui ont été victimes de la criminalisation de l'homosexualité. Ça ne concerne pas aujourd'hui énormément de personnes en France. Et donc, la portée, c'est surtout politiquement, cette semaine, on déciderait au Sénat de dire... Nous refusons de voter ce texte parce que c'est très important pour nous de ne pas réparer financièrement ce qui a été commis. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Qu'est-ce que ça cache, ces arguments de la droite sénatoriale ? Quelle volonté ? C'est d'amoindrir ce texte ? Oui, écoutez, la droite sénatoriale n'est pas toujours la plus allante sur la question de la justice, en particulier lorsque ça concerne les personnes LGBT. Moi, je regrette encore une fois que nous ne saisissions pas très facilement l'opportunité que nous avons de voter conforme ce texte cette semaine. Et s'il y a un petit message, si vous me le permettez, que je voudrais transmettre à mes collègues, c'est que nous votons régulièrement des lois mémorielles, et c'est très bien, pour reconnaître des injustices, pour reconnaître des fautes du passé. Et nous les votons dans un sentiment de communion présente. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est bien de voter aujourd'hui des lois qui reconnaissent les erreurs que nous avons commises envers les homosexuels, plus récemment envers les femmes victimes de la criminalisation de l'avortement. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se pose la question de ce que nous allons regretter dans 20-30 ans et peut-être commencer à changer aujourd'hui les lois qui continuent d'être discriminantes. Et je pense en particulier aux personnes trans aujourd'hui qui n'ont toujours pas accès à des papiers librement, qui n'ont toujours pas accès à la PMA. Et tout ceci
je peux vous dire que dans quelques décennies, nous voterons au Sénat une loi qui dit que nous avons honte de ce que nous faisons aujourd'hui. Dernière question, Alex. Quand on voit par exemple que la Hongrie de Viktor Orban s'attaque à la marche des fiertés pour défendre les droits des personnes LGBT, est-ce que vous êtes inquiète justement vis-à-vis de nouvelles discriminations qu'il pourrait y avoir contre ces personnes ? Absolument. Nous avons voté au Sénat, il y a quelques mois, une proposition de loi terrible sur l'interdiction de l'accès aux soins pour les mineurs trans, qui, si cette loi était adoptée à l'Assemblée nationale, ferait de la France le pays le plus répressif en Europe en matière d'accès à la santé pour les mineurs trans. C'est terrible. Et donc, oui, nous le voyons aux États-Unis avec Trump, nous avons une coalition de l'international réactionnaire qui s'organise autour de la destruction des droits des personnes LGBT, en particulier des personnes trans. Et c'est notre devoir, pas comme gauche, écologiste, personnes LGBT, comme démocrates, comme partisans des valeurs de la République et de l'État de droit, de défendre ces droits-là. Et moi, je serai le 28 juin à Budapest pour marcher, même si c'est interdit, pour défendre les personnes LGBT en Hongrie. Un mot sur ce qui s'est passé hier en Roumanie, premier tour de la présidentielle, avec un score très élevé de l'extrême droite, un candidat qui se revendique proche de Donald Trump. Est-ce que les pro-européens sont impuissants face à la montée de l'extrême droite en Europe aujourd'hui ? Impuissants, non, mais il y a un grand danger, un grand risque. Il y a un deuxième tour en Roumanie qui aura lieu le 18 mai. Le candidat démocrate pro-européen peut encore l'emporter. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons en Europe une montée, comme ailleurs dans le monde, des réactionnaires. Et vous remarquerez que ces réactionnaires s'attaquent, comme partout, à l'état de droit, à la construction européenne, et puis aux femmes et aux minorités sexuelles et de genre. Et donc, nous ne sommes impuissants que si nous décidons de l'être en réalité. Il est parfaitement possible de l'emporter. Pour l'emporter, il faut s'organiser et il faut mener le combat contre l'extrême droite. Merci Alex, à tout à l'heure. Tout à l'heure dans le club, on parlera du projet de budget de François Bayrou qu'il souhaite soumettre à référendum. Et c'est à suivre dans une demi-heure. On termine par l'actualité dans nos régions. On va à Bayonne, on retrouve Pierre Sabatier. Bonjour, merci beaucoup Pierre d'être avec nous, Bonjour. chef d'agence départementale dans les Pyrénées-Atlantiques pour Sud-Ouest. Et on va parler avec vous du vote du conseil municipal de Biarritz. C'est aujourd'hui pour débaptiser la rue de la Négresse. Oui, il y a un seul ordre du jour ce soir au conseil municipal de Biarritz. C'est le nom de la négresse qui fait polémique là depuis quelques semaines avec l'association Mémoire et Partage qui souhaite débaptiser le nom de cette rue et au-delà même le nom du quartier. Ce soir, il sera question du nom de la rue. Il y a eu une consultation citoyenne qui a été lancée par la ville avec 3 noms et c'est la rue de l'Allégresse qui l'a emporté. Et donc c'est ce nom-là qui sera proposé au conseil municipal d'adopter ce soir ou pas. Mais il y a de grandes chances qu'il soit adopté. Et Pierre, vous avez une question pour Mélanie Vogel. Oui, on voit que ce sujet alimente pas mal les passions, et comme bien au-delà de Biarritz. On voit en Charente-Maritime, là, il y a une commune qui s'appelle Andilly, une commune de 2000 habitants qui a une rue qui s'appelle Nègre et qui va aussi, le maire propose de la débaptiser. Ça vous inspire quoi ? C'est dans l'air du temps, on va dire ? Alors, les noms des rues, communément, sont utilisés pour rendre hommage à des personnes, à des événements, pour glorifier certains faits. Évidemment qu'il est temps, et plus que temps, qu'en France, nous cessions d'avoir des hommages ou des glorifications à notre période coloniale. Et la négresse est sans aucun doute un terme qui est à la fois raciste et sexiste. Donc moi, ça me paraît évidemment nécessaire que nous puissions reconnaître que c'est raciste et sexiste et qu'il est normal de, aujourd'hui, en 2025, modifier ce nom. Ça ne veut pas dire que nous effaçons le passé, ça ne veut pas dire que nous occultons la réalité du passé colonial, mais les rues ne sont pas des musées où on entrepose avec des explications, etc., ce qui a été notre passé colonial. Les noms des rues, c'est utilisé pour rendre hommage. Et je ne vois pas pourquoi on rendrait hommage au sexisme et au racisme.
Merci Pierre Sabatier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Sud-Ouest, c'est du rugby. Magistral Union Bègles-Bordeaux qui file en finale de la Coupe d'Europe après sa victoire hier face à Toulouse. Merci beaucoup Pierre et merci Mélanie Vogel. Merci d'avoir été notre invité dans 20 minutes dans le club. On reviendra sur cette idée de référendum lancée par François Bayrou. D'abord, on accueille notre prochain invité, le député européen Bernard Guetta.